Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Le livre intitulé « Les heures heureuses », on est contraint de refuser la liaison, est le 12e tome de ce que Pascal Quignard a intitulé « Dernier royaume ». Cet ensemble, pourtant déjà si riche, n'épuise pas la création de Pascal Quignard, où l'on trouve aussi bien des romans que des essais et des textes très souvent inclassables. C'est précisément ce caractère inclassable, ce refus des genres littéraires convenus et conventionnels qui caractérise la démarche de Pascal Quignard. N'affirme-t-il pas lui-même dans Vie secrète, je le cite, « Il me fallait abandonner tous les genres, il me fallait renoncer un à tous les germes de la pose. Il me fallait mettre au point une forme intensive, inhérente, omnigénérique, sissipare, court-circuitante, extatikos, intrépide, furchtlos. Extatikos, qui signifie en grec « qui fait changer de place », c'est le mot qui donnera en français le mot extase. Quant au mot allemand que je prononce mal, furchtlos, il signifie hardi, courageux, intrépide. Voici ce qu'affirme aussi Mireille Kahl-Gruber, qui a consacré un essai à l'œuvre de Pascal Quignard. Contrairement à la démarche philosophique qui ambitionne d'embrasser toute chose, de comprendre, d'éclairer l'obscur, la démarche du littéraire, c'est se rendre à l'obscur, plonger dedans, tel Boutès se jetant à l'eau vers la voie des sirènes. C'est la reddition, rendre les armes que sont le concept et la logique. Il en résulte la mise en œuvre de processus exploratoires. Il gagne à se perdre, il bouscule les catégories littéraires, mélange les genres, les déstabilise, fragments, montage cut-up, translittération, rêve, aphorisme et autres allogoïs. Plus qu'une forme, incessamment, un ça prend forme, un ça transforme. Du conte, Pascal Quignard privilégie l'aporie et les puissances chamaniques, du traité les forces de l'intraitable, de la pensée le corps qui pèse et intuitionne. Il écrit des saturas, c'est-à-dire des romans pot-pourris, des journaux apocryphes, des vies oubliées, des larmes, des triomphes du temps et de la mort, et des leçons de ténèbres inspirées de la musique de Charpentier et de Couperin. Les ombres errantes intitulent une série d'écrits qui oscillent entre essais et chants et qui mixent les genres. Inspirés aussi les écrits de Quignard, le son, de la peinture, de Georges de la Tour et du Caravage, de la gravure en manière noire, de la danse du buto, qui est danse d'un monde de ruines, de l'école d'Hijikata, qui exalte une renaissance dans les ténèbres. À ce brouillage générique répond aussi une confusion temporelle, volontaire, lors même que le texte « Les heures heureuses » ambitionne aussi d'être une réflexion sur le temps. Au 39e chapitre, intitulé « Les années 1640 », voici ce qu'écrit Pascal Quignard. En 1979, j'ai écrit « J'espère être lu en 1640 ». Cela devint un titre dans un magazine. En prononçant ces mots, je défendais comme je pouvais les 8 tomes des petits traités que j'écrivais alors. Ces morceaux de fiction, ces énigmes étymologiques, ces fragments d'autobiographie, ces bouts d'essais, tout était venu errer autour de cette date, 1640, qui fonde
je ne sais quoi en vérité au fond de ma vie, qui ne fonde rien. Cette date, au début, à mes yeux, c'était un souvenir d'école primaire au lycée de garçons François Ier du Havre, alors totalement en ruine. On apprenait dans des baraques. J'étais enfant de chœur dans la chapelle détruite par l'aviation américaine. Cette date se trouvait dans un résumé, écrit en caractères gras, au bas de la page droite du livre d'histoire vert, qu'il fallait savoir par cœur pour la leçon suivante. Voici la phrase. En 1640 furent frappés les premiers louis d'or en France. Cette date se mit à concentrer et absorber toute rêverie comme un trou noir dans un ciel imaginaire. Ce trou noir de l'année 1640 absorbe et convoque pêle-mêle, ou à contrario, dans un ordre secret, quelques-unes des grandes figures de ce que l'on a pu nommer le grand siècle, Charles de Saint-Évremont, François de la Rochefoucauld, Madeleine de Sablé, et aussi des figures musicales comme Charles Fleury, sieur de Blanc-Rocher, ou Johann Jacob Froberger. J'espère être lu en 1640. C'est cette gageure qui relie Quignard aux mondes les plus secrets, non par désir de vaine érudition, mais par attraction pour l'obscur, pour l'indicible qu'il faut s'obstiner à dire. Aussi, la critique déjà mentionnée affirmera-t-elle, je la cite, « Les formes nocturnes qui surgissent dans le rêve et sur la page d'écriture sont comme les constellations des étoiles dans le ciel dont Quignard rappelle que leur nom latin est sidera, des étoilements qui sidèrent et par leur distance suscitent désir, desiderium. Écrire à la manière noire relève du désir, de la fascination, de l'ignorance, de la merveille, de la logos, le non logique. L'écrivain se laisse, s'autorise à halluciner, se fait chaman afin d'accueillir ce qui vient. Je cite Quignard, « J'avance dans ce que j'ignore, du moins je me repère aux échos de ma voix, je ne me dirige pas, j'écarte les obstacles. » C'est pourquoi un lien de source coule entre l'émission Constellation, consacrée aux poètes, et la création, l'œuvre, doit-on dire, de Quignard, qui nous laisse à la fois sidérés et ivres de désir. Pour illustrer ces fulminations sidérales, lisons quelques pages des heures heureuses, sans s'effrayer de leur disparate apparente, sans s'effrayer non plus du mystère de leur anachronie. Tout d'abord, ce passage qui cerne justement la notion d'anachronie. Des livres rencontrent subitement leur lecteur. C'est vrai, et c'est là peut-être que se situe par excellence le mystère de l'anachronie des êtres de ce monde. À n'importe quel moment du temps, une œuvre rencontre son audition soudaine. Bach et Mendelssohn, Froberger dans Bach, un oiseau dans Messiaen. L'anachronie se synchronise-t-elle au fur et à mesure que les siècles passent et que l'explosion céleste accélère son mouvement dans l'espace? Non. Se désynchronise-t-elle de plus en plus au fur et à mesure que le soleil vieillit? Non plus. Et pourtant, le livre et le lecteur s'encrantent soudain en silence. Télémaque plonge les mains dans l'eau de la mer en murmurant le nom de son père et on pleure 2900 ans après que ce vers fut chanté sur les rives de Turquie. Télémaque touche son père en touchant l'eau de son naufrage. Là encore, tout plonge, tout tombe, comme les mains dans la mer, comme l'enfant dans le père, comme le père dans les vagues.
Je lis un autre extrait tiré du livre Les heures heureuses. Le matin ne rayonne pas. Il arrive invisiblement en faisant apparaître. Il devance le disque d'or rouge de l'astre. Le matin éteint si insensiblement la forme de la lune qui ne s'efface pas encore tout à fait au fond du ciel. Sa fraîcheur engendre les nuages qui se délinaient dans le ciel qui s'ouvre. Son blanchiment fait naître la pénombre qui devient ombre, fait luire le bord des toits de tuiles, fait luire l'eau de l'Yonne qui passe et les premières vagues qui la plissent sous l'effet du vent qui se lève. Le bleu pâle de la touffe du chardon apparaît. Puis, le buisson d'églantier aux petites cosses rouges, la maison, tous les petits habitants de la rive, la barque plate, noire, les noisetiers. L'aube unifie encore les êtres sans ombre dans sa pâleur. Soudain, la pâleur extrême des astres s'appauvrit en petits points, en petits puncta, en punctula, en punctilla sur la voûte céleste. L'aurore arrive au sein de l'aube. L'aurore désunifie les contours des choses à l'aide de ses rayons, rayonne, dévait l'obscurité de la nuit qui, elle, décolorait tout, déformait tout, fusionnait, rassemblait. Si après l'aube, c'est l'aurore, après l'aurore, c'est le matin. En un instant très bref, qui n'est qu'un minuscule fragment de l'heure. Le soleil qui s'est levé s'élève, dégage les formes sur la terre, les déshumidifie, les entoure de répercussions d'ombre au-delà du silence, de faiblesse et même de brume que la première chaleur de l'étoile produit en transformant la surface de l'eau en vapeur. L'aube n'apporte pas avec elle la couleur. La vraie couleur, ce n'est même pas le matin qui la donne, c'est le jour. L'aube n'est pas plus le jour que le matin n'est l'aurore. L'aube, alba, encore dans la nuit, est ce blanchissement en amont de toutes les couleurs que le blanc contient peut-être. L'aube est le jadis des couleurs qui apparaît dans le ciel avant qu'elle ressuscite.
le soleil se couche sur la rivière, ce n'est pas encore le crépuscule, mais c'est le soir. Quand le soleil s'en va, voilà comment il s'en va. Il quitte le jardin à partir des zones juste au-dessus du ponton de bois des pêcheurs. Tous les soirs, là, à droite du bosquet des noisetiers, avant le pommier, il s'enfonce irrésistiblement. Un instant de lumière persiste avant que tout s'éteigne. Petite poche dans laquelle se défend, avant qu'elle se défasse, l'étrange lumière, celle que Fontenelle, qui ne croyait à rien, attribuait à Dieu. Le vieux philosophe centenaire, qui ne croyait pas en Dieu, disait qu'entre le soir et la nuit, après le coucher du soleil, avant le crépuscule, Dieu avait alloué une grâce. L'heure dite entre chien et loup signifie qu'on ne distingue plus nettement les silhouettes des espèces voisines ou cousines. Ce qui les différencie se perd. L'heure entre les chevreaux et les agneaux. Les végétaux se fondent. L'amorphie originaire réavalant toutes les formes des êtres physiques, naturels, vivants. Tel est le crépuscule. C'est ainsi qu'en plus de l'heure crépusculaire, il est une lumière qui apparaît au-delà de l'horizon, après que le soleil s'est englouti derrière lui. C'est l'heure vespérale. C'est cette aura qui la distingue de l'heure crépusculaire. C'est cette grâce dont parle étrangement Fontenelle. Si l'aurorale est l'heure sublime de l'apparence, la crépusculaire, plus ténue, est celle de la disparence. La boréale, l'élévation surprenante au pôle, où la luminescence se projette dans la haute atmosphère bien avant que l'astre soit surgi de l'horizon. La vespérale, celle d'une sorte de regret à mourir, c'est un fantôme. Vespère est une étoile qu'on discerne difficilement, qu'on distingue peu à peu au fond du crépuscule, tandis que les vieux mots latins, crépère, crépérus, désignent cet instant dans le visible où toute forme se fait douteuse. Le crépuscule nomme le ravissement du jour. Il rapproche du bonheur, du sommeil, de l'étreinte, du rêve. C'est l'heure où on rallume les lampes dans chaque lieu qui est clos, partout, dans les maisons, dans les salons, sur tous les autels, dans toutes les chapelles latérales, alors que le soleil n'est plus de ce monde. Les vêpres désignent la plus solennelle des heures canoniales, car c'est le moment réservé aux dieux morts dans la nuit. C'est l'heure du concert, c'est l'heure où la mélancolie est approuvée par le noir qui naît, où la langueur s'immisce dans le corps que la faiblesse soudain limite. Sonne, au loin, sur la lande, ou loin sur le versant, les vêpres. À cette sonnerie, le ciel déclenche l'ombre du soir, teinte l'étrange événement stellaire qui répand l'invisible.
j'ai le temps de lire un dernier extrait. Et nous aussi, quand on s'approche de la mort, on se cache dans le recoin de son salon, dans l'ombre, auprès des petites lampes inclinées qui ne blessent pas les yeux, dans la pudeur de la peau d'un corps que l'âge a enlaidi, ou du moins a étiré et a plissé, dans l'évitement du lendemain qui commence de manquer aux heures, dans l'appréhension des mots qui d'une part se multiplient, d'autre part se précisent, se pressentent, finalement se guettent. On se cache dans l'angle des rideaux, près de la fenêtre, dans la compagnie des livres, c'est-à-dire on se cache dans les souvenirs du monde. On se dérobe à sa peur dans les souvenirs les plus vivants qui sont laissés du monde. On se retire dans les moments les plus touchants qui ont été vécus au plus tendre et au plus ravageur de l'enfance. On se plaît à les mouvoir au fond de nous, à les revivre. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre des musiques de compositeurs du XVIIe siècle qu'affectionne tant Pascal Quignard. Tout d'abord, une chaconne de Robert de Vizet, interprétée au théorbe par Daniel Zapico. Ensuite, du compositeur Denis Gautier, un morceau intitulé Narcisse, interprété par Yair Avidor au luth. Et enfin, du compositeur que nommait Pascal Quignard, le compositeur allemand Johann Jakob Froberger, Le Tombeau, le morceau intitulé Le Tombeau fait à Paris sur la mort de M. Blanc-Rocher, interprété au luth par Maran Wasser. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.